Retour sur ce plateau pour la suite de votre émission autour de la République en direct du plateau de Parlement TV, en synchronisation bien sûr avec la radio parlementaire, la 107.5 FM. Longtemps relégué aux promesses différées, le projet Simandou s'impose désormais, comme vous le savez, l'épicentre d'une ambition retrouvée, celle d'une Guinée souveraine dans la valorisation de ses ressources et engagée également sur le chemin de la transformation structurelle de son économie, de l'attente à l'exploitation. C'est toute une trajectoire nationale qui se redessine entre espoirs légitimes et défis colossaux, tout en parlant aussi d'exigences de gouvernance exemplaire. Eh bien, ce basculement décisif n'est pas donc le fruit du hasard. Il porte l'empreinte d'une volonté politique affirmée et d'une vision stratégique dont la clairvoyance force l'attention sous l'impulsion bien évidemment du président Mamadi Doumbouya, chef de l'État, dont la sagacité et le sens de l'État ont permis de lever les verrous donc longtemps jugés insurmontables. Simandou quitte enfin le registre des potentialités pour entrer dans celui de réalisations concrètes à travers ce projet. Donc, c'est une nouvelle doctrine de l'action publique qui se dessine, fondée sur la rigueur, la célérité et surtout l'exigence de résultats au service de l'intérêt national pour éclairer justement les multiples enjeux de cette phase cruciale. Nous avons l'immense honneur de recevoir sur ce plateau une des grandes personnalités qui a une responsabilité, on va dire, au cœur de ce dispositif opérationnel du projet Simandou, de ce méga projet Simandou. Avec lui, nous allons donc porter des interrogations sur les ressorts de cette avancée historique, les défis liés aux infrastructures structurantes, mais aussi les retombées économiques attendues, ainsi que les perspectives de développement inclusif pour les Guinéens et surtout les entreprises guinéennes. Autant de questions essentielles pour comprendre comment Simandou peut, au-delà justement de l'exploitation minière, devenir le socle d'une véritable renaissance de l'économie guinéenne. Il s'agit bien de M. Mamoudou Nanyale Bari. Je rappelle qu'il est le président du conseil d'administration de la compagnie du Trans-Guinéen, avec qui nous allons échanger donc sur cette thématique qui est d'actualité en Guinée, pourquoi pas à l'échelle continentale, parce que Simandou aujourd'hui transcende les frontières guinéennes et suscite assez d'admiration et de regard de par le monde. Alors, Monsieur le ministre, bonjour et merci de répondre à l'invitation de la radio et de la télévision parlementaire de Guinée. Bonjour et merci beaucoup pour l'invitation. Très bien. Alors, Mohamed Bari pour la première question. Alors, Monsieur le ministre, le 11 novembre dernier, à 11h précises, la Guinée a marqué le début de l'exploitation également du gisement de Simandou. Vous, en tant qu'une personnalité très impliquée dans ce projet, qu'est-ce que ce moment a représenté pour vous à cette époque-là et pour la Guinée? Oui, c'est clair. Le 11 novembre à 11h11 représentait une promesse tenue par la Guinée au niveau international. Pour la première fois, je peux dire, dans l'histoire des mines au monde, et un pays avec des partenaires s'engage dans un projet aussi grand et donne un délai pour concrétiser ce projet et respecte ces délais sans dépassement en termes de temps et en termes de budget. Parce qu'il faut rappeler que c'est depuis 2023 que la Guinée s'est engagée à construire les infrastructures du projet Simandou et à les terminer et pour faire l'inauguration au 11 novembre 2025 à 11h11. Donc, c'était un engagement international qu'on allait non seulement mobiliser les financements, qu'on allait aussi mobiliser les capacités techniques pour construire ces infrastructures tout en respectant les standards environnementaux et sociaux des plus élevés au monde. Et donc ce jour-là, c'était un sentiment de fierté en tant que Guinéen, parce que vous pouvez le savoir, la plupart des chaînes économiques du monde, financières du monde étaient fixées sur la Guinée, qui venait quand même de sortir de terre toutes les infrastructures de Simandou, les infrastructures ferroviaires, les infrastructures portières, et avec les plus grands acteurs miniers, certains des plus grands acteurs miniers du monde.
Dans ce jour-là, on avait plusieurs présidents de conseils d'administration, gérant des entités en centaines de milliards de dollars, en dizaines de milliards de dollars. Ouais. C'était un jour historique et vraiment, c'est une fierté d'avoir été là ce jour et grâce à la vision du chef de l'État. Il faut le savoir, j'étais au gouvernement quand toutes ces discussions commençaient. Et nous-mêmes au gouvernement, on n'était pas sûr à 100% que notre pays allait pouvoir réaliser cet exploit-là. Et aujourd'hui, nous recevons beaucoup d'autres pays qui viennent pour apprendre comment on a fait cela. Et c'est qu'on leur dit toujours. Notre fierté là provient sincèrement d'une vision pragmatique du chef de l'État qui a trouvé des solutions parce que notre pays a quand même ses potentialités depuis toujours. Ouais. C'est depuis 2021 qu'on a pu trouver le leadership qui a la solution à transformer ces potentialités aujourd'hui en réalité concrète pour les populations guinéennes. Et là, on est fiers que le premier minerai de Simandou est déjà sur le marché mondial. Ça, c'est une bonne nouvelle. Le projet, monsieur le ministre, le projet Simandou, c'est quand même un projet qui date de très longtemps. Mais ce projet est resté durant plusieurs décennies en attente. Mais c'est seulement à l'arrivée donc, du CNRD, à sa tête le président Mamadi Doumbouya, que nous avons pu franchir ce cap. Dites-nous, qu'est-ce qui a prévalu à cela? Qu'est-ce qui a permis qu'aujourd'hui, que la Guinée a pu franchir donc, ce cap que nous considérons historique? Oui, et en un laps de temps aussi, hein? Tout à fait. Oui, pour le projet Simandou, je dirais qu'il y a deux choses qui se sont rencontrées. Et la vision et le pragmatisme. Parce que Simandou, il faut le rappeler, c'est des chaînes de montagnes de plus de 100 km de distance qui sont dans la partie sud de notre pays et qui regorgent les plus grandes réserves de fer de qualité jamais exploitées au monde. Et comment drainer ces minéraux vers le marché mondial et comment transformer une partie de ces minéraux sur le marché local étaient les vraies questions. Et il y a beaucoup d'entreprises qui sont venues individuellement s'adresser à l'État guinéen pour exploiter ces minéraux. Mais très tôt, à l'avènement du CNRD, le chef de l'État a compris que la bonne chose pour faire la Guinée et ses partenaires, c'est que tout le monde se mette ensemble pour développer ces projets. Parce que le besoin en capitaux, en CAPEX était énorme. Et l'impact environnemental et social, sans se mettre ensemble, était aussi énorme. Donc, le chef de l'État s'est dit qu'il y a des économies importantes qu'on va réaliser en se mettant ensemble. Non seulement le coût de l'investissement va baisser de façon drastique, parce que imaginez aujourd'hui on a des mines, si chaque mine devait faire ses rails, des monts de Simandou vers Conakry, vers la côte guinéenne. Si chaque mine devait faire ses rails, ça allait coûter d'abord beaucoup plus d'argent parce que chacun devait faire ses propres plateformes, ses propres ponts, ses propres tunnels. Ça allait coûter énormément cher sur le plan financier. Donc en appelant les gens à se mettre ensemble, pour ne pas dire en les obligeant à se mettre ensemble, on a fait une économie énorme sur le plan financier. Donc cela a fait que le projet est devenu financièrement rentable. Parce que si tu dois le faire seul, parce qu'on a des partenaires aujourd'hui, chaque partenaire va faire 60 millions de tonnes par an. Si tu vois que tu dois investir tout seul, supposons 15 milliards de dollars avec 60 millions de tonnes, c'est moins rentable que si tu dois payer peut-être 10 milliards avec les mêmes 60 millions de tonnes. Donc en les mettant ensemble, d'abord, on a dérisqué financièrement le projet parce qu'on a vu que même si le prix du fer sur le marché mondial baissait, en réduisant les coûts, le projet reste rentable. Donc ça a été d'abord un premier gain en mettant les gens ensemble. La deuxième chose, c'est le coût environnemental et social. Donc si on devait faire des lignes, on allait traverser nos forêts 2 fois, on allait traverser les villages 2 fois, donc l'impact environnemental serait encore élevé. Comme nous voulons avoir le métal le plus vert possible dans notre pays, parce qu'il faut le savoir, l'attente du minerai de Simandou, c'est aussi la réduction de l'impact carbone dans le monde. Parce que la teneur étant élevée, déjà le coût de transformation va baisser, le coût énergétique de la transformation va baisser. Donc les gens attendent Simandou pour son impact aussi sur l'environnement mondial. Et nous, non seulement la qualité va faire que l'impact carbone va baisser, mais aussi l'exécution a fait que, la construction a fait que l'impact carbone va baisser parce que nous n'allons pas perforer nos forêts 2 fois, on va les perforer une seule fois. Et en faisant la seule fois aussi, on a exigé les standards environnementaux et sociaux les plus élevés au monde, qui sont les normes AFC. Donc dans les accords signés, il a été signé que ce sont les normes AFC qui doivent être respectées. Ça, c'est l'une des premières sur le continent africain qu'un projet minier souscrive aux normes AFC. Donc ça, c'est la première chose, mettre les gens ensemble, le co-développement.
La deuxième chose, c'est vraiment le pragmatisme du chef de l'État, et qui aujourd'hui est suivi par le comité stratégique de Simandou, où d'abord, première chose, on a mis la plupart des acteurs clés d'un projet minier ensemble au même endroit. Donc quand on doit prendre les décisions, le président du comité stratégique, le ministre Diba, est présent, le général Amara, le ministre secrétaire général, est présent, le ministre des Finances est présent, le ministre des Mines est présent, le ministre du Budget est présent, le ministre de l'Environnement est présent. Donc chaque fois qu'une décision doit être prise, ce n'est pas aller à 4 ministères pour discuter. On s'assoit, on discute, on prend la décision et on avance. Et avec le soutien des chefs de l'État, parce que ça aussi il faut le rappeler, souvent les projets miniers sont ralentis parce qu'il y a beaucoup d'implications externes, ainsi de suite, il y a beaucoup de personnes qui parlent au chef. Ici, nous avons un chef qui nous dit « allez-y défendre les intérêts de la Guinée ». Donc, quand le moment de prendre des conseils vient, on vient le voir pour prendre les conseils, pour prendre les orientations. Mais la seule chose qu'il nous demande, allez-y défendre les intérêts de la Guinée. Donc, ça aussi, ça facilite les choses parce que les gens, tu n'as pas 1000 interlocuteurs. Vous avez une seule vision, la vision du chef de l'État qui est de défendre la Guinée. Donc, ça aussi, ça nous a beaucoup aidé. Donc, les négociations, on s'entend, on a des groupes où on discute ensemble et nous savons tous que nous sommes tous animés par une seule chose. Comment s'assurer que les intérêts de la Guinée sont maximisés à travers ce projet. Justement, alors, maintenant que le projet d'exploitation a effectivement été lancé, vous l'avez dit, nos minéraux ont déjà commencé à atterrir sur le marché mondial. Alors, quel est précisément donc, le rôle du transguinéen dans ce processus-là? Et le projet Simandou, dans la configuration actuelle, c'est pratiquement 3 entités. Et il y a une première société minière qui est basée globalement à Beila, qui est Rio Tinto Simfer, à laquelle appartiennent 2 blocs sur le Simandou. Le Simandou, c'est 4 blocs. Donc, cette société minière a 2 blocs. Cette société minière a plusieurs actionnaires, dont principalement Rio Tinto, Chinalco et l'État guinéen. Donc, ça, c'est la première société. Il y a une deuxième société minière qui est basée pratiquement à Kerouani, qui s'appelle Bao Winning Consortium Simandou, BWCS. Cette société aussi a 2 des 4 blocs. Et cette société aussi a globalement 3 actionnaires, qui sont Bao, Winning Consortium Simandou et l'État guinéen. Donc, il y a déjà 2 entités minières. Donc, en plus de ces 2 entités minières, il y a une entité infrastructurelle, une entité logistique, qui est la compagnie du Transguinéen. Donc, cette compagnie du Transguinéen est la société qui est propriétaire de toutes les infrastructures ferroviaires et portières du projet Simandou. Donc, chaque mine est propriétaire de sa mine, mais une fois que tu sors de ta mine, tous les rails, tous les ports appartiennent à la compagnie du Transguinéen. Donc, cela fait que l'essentiel de l'investissement du projet Simandou est allé dans la compagnie du Transguinéen, qui a autour de 3/4 des investissements du projet Simandou. Donc, la compagnie du Transguinéen, c'est autour de 15 milliards de dollars d'investissement, ce qui en fait l'une des plus grandes sociétés du continent africain, et même au monde, quand même 15 milliards de dollars d'investissement, c'est énorme pour une société. Donc, la compagnie est propriétaire alors de 650 km de distance de chemin de fer à 2 voies. Il faut le rappeler, le chemin de fer que nous avons, c'est une sorte d'autoroute de chemin de fer. Donc, la ligne qui part et la ligne qui revient ne se touchent pas. Ce qui nous permet de faire une exploitation 24 heures sur 24. Parce que quand les wagons vont sur la ligne, les wagons vides, souvent avec certains produits importés, reviennent sur l'autre ligne. Ça, c'est la première qualité de nos infrastructures. La deuxième qualité de nos infrastructures, c'est que ce sont des rails à écartement d'1,4. Avant, les rails qu'on avait en Guinée, beaucoup, c'était 1 mètre d'écartement. Mais ça, on a 1,4 d'écartement. Ce qui demande un investissement encore plus élevé. Et les deuxièmes infrastructures qui appartiennent à la compagnie du Transguinéen, ce sont les infrastructures portuaires. Nous avons l'un des plus grands ports du continent qui est construit à Moribaya. C'est un port qui a une capacité d'export de minerais de 120 millions de tonnes. 120 millions de tonnes, ça peut paraître banal si on ne sait pas de quoi on parle, mais le million de tonnes, c'est excessivement élevé. J'ai dit à certains que la Guinée, avant, dans tout le secteur bauxitique, n'arrivait pas à faire 100 millions de tonnes. Simandou, tout seul, a la capacité de faire 120 millions de tonnes à l'export.
Et aussi au niveau de notre port, il y a 3 quais. Donc il y a 2 quais miniers, il y a un quai conventionnel. Au niveau du quai conventionnel, c'est un quai commercial qui peut recevoir les produits importés comme tout autre produit qu'on a aussi là-bas. Aujourd'hui, déjà, on importe l'essentiel des importations de Simandou à travers notre port conventionnel. Et ce port peut aussi permettre d'exporter les autres produits non miniers, notamment les produits agricoles, vers les marchés internationaux. Donc le Transguinéen, c'est vraiment ces rêves que la Guinée avait depuis le lendemain de l'indépendance. Et aujourd'hui, ces rêves est déjà concrétisé. Et au-delà des mines, nous allons transporter aussi les personnes. Nous allons transporter les produits agricoles sur les infrastructures du Transguinéen avec au moins 20 trains par semaine qui sont prévus pour les personnes et pour leurs biens sur nos infrastructures. Et quand on dit un train, 20 trains par semaine, il faut savoir qu'un seul train peut tirer 100 wagons. Et chaque wagon, c'est déjà, au moins en termes de marchandises, c'est 80 tonnes minimum. Et en termes de passagers, c'est des dizaines de personnes. Donc un seul train par jour peut transporter des centaines, voire milliers de personnes sur les infrastructures du Transguinéen. Ça, c'est intéressant. Alors, l'autre question, vous l'avez dit, Simandou, ce sont les grandes infrastructures, notamment la ferroviaire, portière. Aujourd'hui, la question est de savoir, c'est comment est-ce que la CTG s'assure-t-elle à la maintenance pour la performance dans la durabilité également de ces infrastructures? Qu'est-ce qui est prévu? Oui, nous avons investi autant de capitaux dans ces infrastructures. Le rôle que ces infrastructures sont censées jouer dans l'économie de notre pays, dans la transformation totale de notre économie, font qu'on est obligé de mettre en place un bon système de suivi de nos infrastructures. Et là, la première chose, c'est que nous avons recruté beaucoup de sous-traitants internationaux et locaux pour la maintenance de nos infrastructures. La quantité de ressources que nous allons investir dans la maintenance de nos infrastructures sur les 3 ans, ça vaut le coût de certains projets miniers. Parce que c'est plusieurs centaines de millions de dollars que nous investissons par an pour entretenir nos infrastructures. Il y a des sociétés guinéennes qui sont recrutées, il y a des sociétés étrangères qui sont recrutées pour l'entretien de nos infrastructures, l'entretien de nos wagons, l'entretien de nos locomotives et l'entretien même des infrastructures accessoires, donc les bâtiments. Il y a des sociétés qui sont recrutées, il y a des appels d'offres qui ont été lancés et ces sociétés sont en train de se déployer aujourd'hui pour s'assurer qu'on n'a pas un seul jour de panne sur nos infrastructures. Parce que les infrastructures qui doivent évacuer 120 millions de tonnes minimum de minerais par an, un seul jour de panne, ça coûte des dizaines de millions de dollars de pertes à l'ensemble des actionnaires. Et c'est la dernière chose que nous voulons voir sur nos infrastructures. Ça, c'est intéressant. Alors, le projet Simandou est considéré comme l'un des plus grands projets miniers au monde. Aujourd'hui, la préoccupation des citoyens qui nous suivent, c'est de chercher à savoir quelles sont les retombées économiques de façon concrète pour ces citoyens qui se retrouvent à la maison, qui vous suivent aujourd'hui. Ils ont besoin de savoir quelles sont ces retombées-là que eux, ils vont bénéficier à travers donc ce projet. Et déjà, le projet, pendant sa phase construction, a transformé certaines des économies dans lesquelles on a construit ces infrastructures. Le nombre d'emplois directs créés pendant la phase construction a atteint 50 000 personnes. 50 000 Guinéens. 50 000 Guinéens ont été employés pour la construction des infrastructures de Simandou. Et quand vous partez à Bela, quand vous partez à Farana, quand vous partez à Kindia, à Mamou, à Forekaria, c'est des dizaines de milliers de Guinéens qui ont été employés pour la construction des infrastructures de Simandou. Ça, c'est la première chose, c'est du réel. 50 000 personnes, imaginez les revenus créés pour toutes ces personnes-là et les ramifications de ces revenus dans les différentes communautés. Il y a une blague que j'ai partagée il y a une semaine à un employé senior de Rio Tinto. Quelqu'un a fait une vidéo pour dire que lui, les employés de Rio Tinto ont retiré toutes les copines qu'ils ont à Bela.
Il y avait une vidéo. Oui, Dans tout son sérieux, en train de dire ça. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, l'architecture économique est en train de changer. Ouais. Il y a une nouvelle classe économique qui est en train d'être créée. Tout à fait. Quand je suis allé à Beila, j'ai été transporté par un véhicule loué auprès d'un jeune opérateur économique qui aujourd'hui a émergé à Beila. Il a des véhicules qu'il met en location. Il a des loyers et il a construit beaucoup de maisons où les gens habitent. Donc aujourd'hui, qui est en train de venir jusqu'à Forécaria aujourd'hui pour vendre ses services, pendant qu'il était une toute petite PME au niveau de Beila, avec même pas 2 véhicules, aujourd'hui il en a plusieurs. Donc quand il va à Kirwani, c'est la même chose. J'ai un agriculteur qui me disait en tant qu'ancien ministre qu'aujourd'hui il fait beaucoup de maraîchage parce que la société vient acheter toute sa production au niveau de sa ferme. Donc il y a aujourd'hui cette nouvelle dynamique qui est en train de se créer. Partez à Forécaria, ce qui est en train de se passer aujourd'hui à Forécaria, c'est toute une nouvelle ville qui est en train de naître au niveau de Moribaya aujourd'hui, jusqu'à ce que l'État est en train de réfléchir sur une étude pour le plan d'urbanisation pour la ville de Moribaya. C'est quand au niveau de Simandou 2040, il a été dit qu'il y a de nouvelles villes qui vont naître. Il faut savoir qu'une ville qui va exporter au moins 120 millions de tonnes de minerais par an ne peut être qu'une grande ville dans le futur. On n'a pas le choix. C'est l'un des plus grands ports minéraliers du continent africain qu'on a construit là-bas. Le port est déjà là-bas. Les habitations qu'on a construites simplement pour les employés de la CTG, c'est pour accueillir 3 000 à 4 000 personnes. Il y a toutes ces cités qui sont aujourd'hui construites. Donc, il y a des entreprises qui sont recrutées déjà, des entreprises guinéennes qui sont recrutées déjà pour la nourriture de ces populations-là, de ces milliers de personnes. Donc, il y a vraiment une dynamique qui a déjà commencé et qui, avec la vision du chef de l'État, ne peut qu'aboutir à la transformation de notre économie. Alors, Simandou, au-delà également du secteur minier, il faut rappeler quand même que ce projet, est-ce que selon vous, ce projet peut-il être considéré comme une sorte de levier pour le développement d'autres secteurs en République guinéenne? Parce qu'à regarder les différents piliers de Simandou, comment tout ça peut être de façon concrète en termes d'impact positif également sur la vie des populations? Et au-delà de ce que vous avez déjà dit, comme impact direct déjà. Au-delà des emplois déjà. Tout à fait. Au-delà des emplois, là où Simandou va impacter toute la Guinée, évidemment, ce sont les revenus tirés par l'État du projet Simandou. Et c'est vraiment avec grande fierté que nous avons abouti à des accords largement plus favorables à l'État que ce qui existait avant. Parce qu'il faut le savoir, les accords qui ont donné qui ont permis l'exploitation du Simandou aux entreprises minières ont été signés avant l'avènement du CNRD. Donc, les blocs octroyés à Rio Tinto Simfer, c'était depuis la période du président Lansana Conté. Les blocs octroyés à Bao Winning Consortium, c'est à la période du président Alpha Condé. Donc, les droits d'exploitation existaient déjà. Et donc, quand, à l'avènement du CNRD, les gens avaient déjà les droits d'exploiter, mais n'exploitaient pas, et la mine était quasiment en prison. On ne peut pas donner à de nouvelles personnes. Les personnes qui ont le droit ne les exploitent pas. Donc, c'est dans ce contexte-là que le chef de l'État, d'abord, ils avaient des droits séparés, ils n'avaient même pas d'obligation de se mettre ensemble pour développer les infrastructures. Donc, c'est la capacité de renégociation et vraiment les solutions pragmatiques que l'État proposait aux partenaires qui les ont poussés à se mettre ensemble pour exploiter. Et aujourd'hui, avec cette exploitation, non seulement les revenus fiscaux de l'État ont été totalement améliorés, mais aussi l'État est entré dans l'actionnariat dans beaucoup d'endroits où il n'existait pas avant. Donc aujourd'hui, cela fait que les revenus attendus au niveau de Simandou sont importants et vont permettre à l'État de financer beaucoup de projets agricoles, beaucoup de projets infrastructurels. Et aujourd'hui, il faut le rappeler, avec Simandou, la Guinée a été mise automatiquement à un niveau supérieur. Si on était peut-être au rez-de-chaussée, maintenant, on est totalement au 10e étage. Et je le dis à quelqu'un, je le disais même au ministre Djiba, je disais, monsieur le ministre, Simandou a tellement mis notre pays à un niveau supérieur qu'on fait désormais des investissements en milliards de dollars en Guinée. Personne n'en parle. Et que ça passe inaperçu. Ça passe inaperçu parce qu'on est concentré sur les 20 milliards, plus de 20 milliards de Simandou. Mais c'est un pays où, avant, un investissement qui commence avec 1 milliard de dollars de capitaux, de CAPEX, ça ne se faisait presque jamais.
Et je le disais à quelqu'un, depuis 1957, la Guinée n'avait pas construit une seule raffinerie d'alumine, par exemple. La seule raffinerie d'alumine qui existait en Guinée, celle de Fria, ça a été lancé en 1957, la construction. Donc jusqu'à maintenant, on n'avait pas une seule. L'année passée, on a lancé 2 nouvelles raffineries, dont la capacité de production chacune est supérieure à 2 fois celle de Fria. Ça n'a même pas fait beaucoup de bruit. Parce qu'aujourd'hui, notre pays a été mis à un niveau si élevé que les choses qui étaient extraordinaires avant sont devenues ordinaires. Donc aujourd'hui, je prends des exemples. Il y a beaucoup de choses qui se font en centaines de millions de dollars. Ça ne fait plus assez de bruit qu'avant, quand on devait faire un projet de 150 millions de dollars, c'est toute la République qui s'est déplacée. Aujourd'hui, je me rappelle, on m'avait dit d'aller au lancement de la raffinerie, c'est plus d'1 milliard de dollars. À peine j'avais accepté de partir parce que nous avons réussi à convaincre les actionnaires, à convaincre les investisseurs que tu peux mettre des milliards de dollars en Guinée, tu peux bien les exploiter, et avec l'État guinéen, on sort dans une solution gagnant-gagnant. Donc, les revenus qui seront générés, non seulement en taxes, mais aussi parce que nous sommes actionnaires dans toutes ces entités, de la première à la dernière. Je vous rappelle que tel n'était pas le cas. On n'avait pas d'action dans les mines de Rio Tinto avant. Donc, quand on les a accordé, on avait 0% d'action dans ces mines-là. La CTG, on n'avait pas d'action, on avait 0% à la CTG. Et aujourd'hui, avec les discussions qui ont eu lieu, nous avons des actions gratuites dans chacune de ces entités. Parce que aussi, une des discussions qu'on voit souvent sur les réseaux, et ça fait rire, c'est des comparaisons qui disent que bon, on a 49% dans CBG, on n'a que 15% dans Simandou. C'est la question que j'allais même poser. Dans CBG, nous n'avons pas reçu un seul pourcent d'action gratuite. Aucune action gratuite n'a été donnée à l'État dans la CBG. 0% d'action gratuite. Les actions qu'on a eues dans la CBG, on a emprunté auprès des bailleurs internationaux pour acheter des actions dans la CTG. Mais 0% d'action gratuite. Dans Simandou, nous parlons d'abord d'action gratuite. On ne paye pas 1 centime. Dans un projet de 20 milliards de dollars, on a 15% gratuitement. Ça renvoie à quoi concrètement? Comment tu peux comparer 15% d'abord de gratuits qui te font 1 milliard de dollars à un projet dont le coût total même ne vaut pas 1 milliard de dollars et dans lequel tu dois emprunter pour avoir des actions. Il n'y a pas de comparaison. Il n'y a pas de comparaison. Deuxième chose, nos actions dans la CTG, on peut les augmenter en payant. Donc nos actions étaient à 0 dans la CTG, on devait payer pour augmenter. Ici, dans le Simandou, on commence déjà à 15% gratuitement sans rien payer. Et si on paye, on peut augmenter nos actions au moins jusqu'à 35%. Donc, il faut que les gens se renseignent et il faut que les gens lisent les documents. Parce qu'une chose importante aussi, toutes les informations que je vous ai données là sur nos actions, elles sont en ligne. Donc, c'est les informations accessibles. C'est dans le journal officiel, c'est sur le site du ministère de l'Agriculture, des Mines. Vous voyez que je suis déformé de l'agriculture. Donc, et vous allez voir les accords qui étaient là avant l'avènement du CNRD, ils sont là-bas. Les accords qui sont là sur les mines après l'avènement du CNRD, ils sont là-bas. Et ça donne quand même la possibilité à chacun de faire les comparaisons. Et une chose quand même qui fait rire, ceux qui ont signé les accords en 1998, ceux qui ont signé en 2003, ceux qui ont fait promulguer ces accords-là en 2005, dans lesquels la Guinée avait 0 francs, 0%, c'est ceux-là qui, quand même, aujourd'hui, ont le courage de dire qu'on n'a que 15%. Mais quand vous avez signé ici, vous étiez à la table des décisions. 0%. On avait 0%. Vous avez signé, vous les avez envoyés au Parlement, vous avez fait voter, vous avez promulgué, on avait 0%. Et nous, quand nous sommes venus, avec la vision du chef de l'État, le président de la République a dit quand même, ça se développe dans notre pays. Comment on peut dire à la postérité que tout cela a été fait, il n'y a pas de part de la Guinée. Donc l'un des arguments, c'était de dire que les montants à investir sont si élevés que ça va être difficile de mobiliser ça nous-mêmes. On a dit, il faut que vous nous donniez quand même des actions gratuites. Donc comme ça, avec les conventions avec Simfer, on avait 0%, on amène à 15%. Dans la CTG, on a 15%. Donc on est dans toutes les entités avec nos parts. Et à cela s'ajoutent les revenus fiscaux. Donc le projet Simandou, c'est des dizaines
des milliers de personnes qui seront employées. Même aujourd'hui, après la construction, on va se retrouver au moins actuellement avec 30 000 personnes employées. Sur chaque personne employée, c'est des impôts qui sont payés sur le revenu à chaque fin de mois. Il y a les taxes minières qui seront payées. Il y a les impôts sur les sociétés qui seront payés. Donc, en plus de nos actions, on a aussi nos impôts qui ne seront payés. Donc, grâce à ça, vraiment, il y a des revenus importants qui seront générés et qui vont permettre à l'État d'investir dans d'autres secteurs. Donc, cela s'ajoute maintenant aux externalités positives sur le plan économique. Et les rails qui sont là, qui vont permettre de transporter les produits agricoles, qui vont permettre de transformer les populations. Ça va créer de nouvelles dynamiques aussi, qui vont permettre d'impacter l'économie. Donc, avec Simandou, vraiment, notre pays va à une nouvelle échelle. Et c'est vraiment ensemble qu'on doit se mettre, qu'on doit travailler ensemble, pour être fier d'abord de son pays, parce qu'on a ces infrastructures que personne d'autre n'a sur le continent africain, et c'est dire comment nous allons nous mettre ensemble pour transformer ça au profit de nos populations. Tout à fait. L'autre aussi question, et je lisais il y a quelque temps une plume du doyen Fodetas Sila, certainement que vous connaissez, un journaliste émérite, qui parlait du corridor du Simandou, 650 km de voies ferrées en double ligne, vous l'avez dit, alors qui perce une grande partie de la forêt, alors qui favoriserait naturellement l'agriculture dans ces localités-là. Alors, est-ce qu'au niveau de la compagnie de la CTG, vous y avez pensé par rapport à l'accompagnement des populations le long de ce corridor, dans le cadre, bien sûr, de l'émergence, de l'éclosion de certaines entités économiques qui pourraient donc longer ce corridor-là? Oui, je pense que ma présence dans mes fonctions actuelles... ça a tout son sens. Ça a tout son sens. C'est vraiment pas du hasard aussi. L'avion du chef de l'État que vous avez vu aussi dans le programme Simandou 2040, dont le pilier numéro 1 est l'agriculture, a tout son sens. D'abord, le corridor, c'est un corridor traditionnellement agricole. Beila, c'est une des plus grandes zones agricoles du pays. Tout à fait. Pour avoir été ministre et avoir mis pied dans toutes les préfectures de la Guinée en tant que ministre de l'Agriculture. Donc, le corridor traverse une zone très agricole. Et donc, le chef de l'État, il l'a toujours dit, au-delà de tout ce qu'on fait sur les mines, il a des attentes sur le projet Simandou. Les emplois décents qu'on crée pour les Guinéens, il a un regard particulier sur ça. Et il l'a martelé en ma présence à Mouribaya. Ils ont fait tous leurs discours. Après leur discours, il leur a dit il faut créer des emplois décents pour les Guinéens. Et il avait commencé à le dire en français, mais il a vu que le traducteur ne disait pas bien. Il leur a dit en anglais, il dit il faut que vous donniez des emplois décents aux Guinéens. Quand on est venu le voir aussi au palais, il a dit à 4 reprises son attachement au développement agricole le long du corridor. Donc c'est pour cela que vous allez voir que effectivement l'agriculture est le numéro 1 des piliers. Et il y a la création des agropoles qui est prévue le long du corridor. Donc aujourd'hui, les discussions sont en cours. Vous avez vu le programme Simandou 2040 est devenu une loi-programme. Donc c'est maintenant une loi de la République de créer ces agropoles. Une loi, il faut qu'on la respecte. C'est pour cela que l'État a voulu aller au-delà du simple document pour transformer la vision des chefs de l'État en une loi qui oblige maintenant les ministres sectoriels d'exécuter ces programmes-là. Donc l'agriculture, je peux vous le garantir, non seulement nous, en tant qu'entité, on tient à l'agriculture, mais nous savons aussi qu'autour de nous, ce sont les agriculteurs et les autorités avec lesquelles nous travaillons tous les jours exigent ce développement agricole-là. Donc vous allez voir de plus en plus des projets importants aujourd'hui dans le pipeline. Je peux vous dire qu'il y a certains projets je vais dire même en centaines de milliards de francs guinéens, projets agricoles qui sont financés, pas même par l'État d'abord, parce que l'État va faire ses projets, c'est plusieurs milliards de dollars prévus pour l'agriculture, mais financés par nous-mêmes actionnaires privés pour le développement agricole le long du corridor. Ça, c'est intéressant. Alors, récemment, on a vu ces instructions lors du dernier Conseil des ministres du président de la République vis-à-vis également du Premier ministre, mais aussi des différents départements ministériels impliqués dans le projet Simandou et programme. Selon vous, à quel niveau d'implication les différents départements est-il déterminant pour également la concrétisation de ce projet? Et une des choses qu'on a évité avec le projet Simandou, ce sont les guéguerres
de compétences, d'attribution ça, c'est clair. entre les ministères. Les égos surdimensionnés. Ouais. Donc, la vision du chef de l'État ici, c'est une vision d'unité d'objectifs. Nous avons tous le même objectif. Ouais. Si c'est aujourd'hui faire un parc agro-industriel à Mamou et qu'il est établi que le ministre des Transports est la personne la mieux indiquée pour conduire ce projet va être conduit par le ministre des Transports. Donc, ce qui importe, c'est que le parc agro-industriel soit construit à Mamou. C'est ce qui importe. Ce n'est pas dire non, c'est le ministère de l'Industrie, c'est le ministère de l'Agriculture. D'abord, l'objectif est de sortir de ces guéguerres d'attribution, de ces guéguerres de compétences. Ouais, ça, c'est important. Il y a un programme qui est là, qui vise à transformer la Guinée. Il y a une unité d'exécution qui est créée par décret du chef de l'État. Il y a un comité stratégique qui est créé par décret du chef de l'État. Il y a l'Agence guinéenne de développement qui est créée par le chef de l'État, qui doivent travailler avec tous les sectoriels pour exécuter le programme. Maintenant, on ne peut pas dire parce que c'est un programme de route, il faut forcément que tel ministère exécute. Ouais. C'est la dernière chose que nous voulons dans la mise en œuvre de ce projet. Ouais. Donc aujourd'hui, la vision, c'est que tous les acteurs se mettent ensemble avec la primature, avec le comité stratégique, pour exécuter les projets un à un. Les projets sont connus, les montants sont connus, les réformes sont connues, les montants sont connus. Ce qui importe, c'est les concrétiser. Quand tu vas prendre aujourd'hui la cité administrative en construction à Koloma, cette cité-là, la Guinée en a parlé depuis des décennies. Tout à fait. On a toujours dit que pour désengorger Conakry, il faut faire la cité de Koloma. Ouais. Sauf qu'on n'a jamais réussi à le faire. Ouais, tout à fait. Au fait, parce que je le dis à tout le monde, les belles idées, tout le monde peut les avoir. Ouais. Mais c'est la transformation de l'idée à l'action c'est là-bas le défi. Qui est le défi, qui distingue les leaders. Ouais. Donc le président de la République, quand il voulait qu'on fasse la cité, ce n'était pas dire non, c'est le ministère de l'Habitat qui doit faire ça. C'est le ministère ils vont commencer les conflits de compétences. Tu vas d'abord passer 3 ans en train de régler les conflits de compétences. C'est mettre en place une équipe qui va travailler avec tout le monde pour résoudre le problème. Et c'est comme ça vraiment aujourd'hui qu'on est en train de réussir à quand même faire des choses dont vous et nous, on n'était pas capable de croire que c'était possible de les faire dans ce pays-là en 3 ans, en 5 ans. Tout à fait. Et c'est ce qui va continuer. Quand même, ça ne sert pas à grand-chose de changer une méthode qui gagne. Ouais. C'est la méthode-là qui nous permet aujourd'hui d'avoir cette fluidité de circulation à Conakry, d'avoir Simandou, d'avoir beaucoup de choses. Et c'est vraiment cette méthode qu'on est en train de renforcer. Et bien sûr, il y a des choses qui ne marchent pas bien, on va les corriger. Mais les choses qui marchent bien, on les maintient. Tout à fait. Alors, le 11 novembre 2025, il restera dans les annales de l'histoire, de l'économie guinéenne, puisque le train a quitté le quai ce jour-là. Alors, est-ce qu'on peut avoir une idée un peu de la phase opérationnelle côté transport de marchandises et peut-être, on va dire, et des personnes aussi? Oui, merci beaucoup. Et déjà, pour qu'on puisse faire le transport des personnes, il fallait réaliser des investissements supplémentaires importants pendant la phase de construction. Et ça, je peux vous le dire, si ce n'était pas la persévérance du comité stratégique pour s'assurer que toutes les instructions du chef de l'État sont suivies, on n'allait pas pouvoir faire passer les passagers sur le corridor. Parce qu'il y a plusieurs tunnels qui ont été percés pour que le train passe, dont le plus long fait près de 12 km de tunnels. Wow. 12 km de tunnels. Ça, c'est à quel niveau des localités de la Guinée? Ça, c'est à Kindia. Ça, c'est à Kindia. Oui. Entre Kindia, voilà. Kindia Mamou. Entre Kindia Mamou. Exactement. 12 km de tunnels. Pour qu'un être humain puisse traverser 12 km dans un tunnel, il faut 2 choses, la lumière et l'air. Et ça, je vous assure que ça a coûté des centaines de milliards de francs guinéens pour faire cet investissement supplémentaire. Le minerai peut passer sans problème, mais les passagers en grande quantité ne pouvaient pas passer dans les tunnels. Donc, dans chaque tunnel,
il fallait faire ces investissements. Il fallait revoir les plans parce que les premiers plans qui étaient là n'incluaient pas le passage des humains. Il fallait revoir les plans. Il y a même certains qui ont dit non, ce qu'on va faire, quand le train va arriver, une fois au niveau du tunnel, les gens vont prendre le bus, traverser et revenir. C'était trop... La vision du chef de l'État était claire. Les Guinéens doivent monter dans le train à Beila, et descendre du train à Moribaya, ou peut-être dans la vallée de Conakry si Dieu le veut bien. Donc, mais là, ce n'est pas dire ils vont descendre et monter. Non, il faut faire les investissements supplémentaires. Donc, ces investissements supplémentaires ont été faits. Pendant la commande des équipements, il fallait commander des wagons pour les personnes. Il y a déjà plusieurs wagons, même des wagons VIP, qui sont déjà livrés. Aujourd'hui, déjà, la plupart des dirigeants qui ont construit le Simandou sont montés dans le train de Moribaya jusqu'à Beila. Et là, on avait même programmé un passage des membres du gouvernement, mais avec les occupations, on n'a pas pu le faire. Donc déjà, le train qui est là transporte les populations. Maintenant, comme je viens de le dire, initialement, ces choses n'étaient pas prévues. Donc l'État a aussi demandé la construction des gares pour les populations. Donc cette construction-là, aujourd'hui, les études sont en cours, ils sont sur le terrain pour identifier les bons endroits où on va mettre les gares. Avec tous les ministères sectoriels, parce qu'on veut tenir compte, parce qu'il va y avoir des trains uniquement marchandises. Il y a des trains qui vont transporter uniquement les personnes. Et des trains qui vont transporter uniquement les marchandises. Ce qui va donner beaucoup plus de viabilité à nos routes. Exactement. Donc les routes vont être moins chargées parce que non seulement on peut faire venir les produits agricoles, on peut aussi faire partir les produits pétroliers et les autres produits vers la banlieue. Si vous avez vu les images, il y a des centaines de wagons-citernes qui étaient exposés au port de Moribaya qui vont transporter le carburant. Donc, ça va désengorger un peu la pression que nous avons, réduire la pression que nous avons sur les routes. C'est intéressant. Donc, la construction de ces gares-là est prévue. Et vraiment, c'est des gares vraiment de qualité. Donc, pour les marchandises et pour les personnes qu'on est en train de faire. Et vraiment, le calendrier prévu pour ça est en train d'être accéléré. Et pas plus tard qu'il y a une semaine, le ministre Diba me le disait en tant que président du conseil du comité stratégique de Simandou, qu'il faut vraiment que les discussions avancent pour accélérer, réduire même de 50% le temps qui était prévu pour que ces gares soient construites. Au moins les premières gares puissent être construites rapidement parce que les wagons sont déjà là, les tunnels sont prêts, les ponts sont prêts, tout est prêt. Il faut aussi finaliser les gares. Donc, ce qui veut dire quand il a pu avoir la possibilité de quitter Conakry pour Zérékouré. Oui, justement, jusqu'à Beila. D'accord, monsieur le ministre. Et pour ceux qui nous suivent à la télévision parlementaire, vous voyez donc en filigrane ces images de ces, on va dire, de ces wagons-citernes. Ça, c'est impressionnant quand même parce que là, le carburant va arriver à temps dans nos différentes localités parce que là, la célérité dans le transport sera là. Et l'autre question aussi, monsieur le ministre, monsieur le président plutôt du conseil d'administration, c'est la formation, la participation des Guinéens dans le cadre de l'exploitation de ces, on va dire, de l'exploitation. Voilà, justement, de ce chemin de fer. Soit de l'infrastructure eux-mêmes, des travailleurs dans ce train, ainsi de suite. Et ça, quand même, ça va être un véritable pour éviter qu'on dépende parfois réservoir d'emploi pour les jeunes Guinéens. Comment ça se passe déjà par rapport à la formation, à la recherche des profils? Parce que cela aussi requiert en tout cas, il faut dire quand même que certain nombre de compétences. Lors du lancement, on était fiers de voir quand même des Guinéens, notamment une dame qui a conduit le train, ça c'était la locomotive. Pour la suite, qu'est-ce qui est prévu? Oui, c'est des Guinéens, une jeune dame et un jeune garçon qui avaient conduit les premiers trains, le 11, donc quand le train sifflait, c'était un grand moment de fierté. Et au niveau de Simandou, il y a deux choses qui font que les Guinéens seront forcément au cœur du dispositif. Première chose, il y a d'abord la loi qui est là. Ah oui. Il y a une loi sur le contenu local. Tout à fait. Et qui a des exigences en matière d'emploi pour les Guinéens, en matière de contrat pour les Guinéens. Cette loi est très claire. Quel est le pourcentage des Guinéens en première année, deuxième année, troisième année. Mais au-delà de la loi, parce qu'il faut savoir, un accord, c'est une dérogation à la loi. Donc, l'accord qu'on a signé,
qui est une dérogation à la loi, mais est une dérogation positive à la loi. Parce qu'on est allé au-delà de ce que demande la loi. Donc, il y a une vision que le chef de l'État avait très tôt sur le projet Simandou. Et il y a un terme qu'on utilise beaucoup dans le secteur maritime, c'est le terme guinéisation. Guinéisation. Le mot guinéisation, c'est beaucoup utilisé pour les bateaux. Guinéiser un bateau, c'est faire battre un bateau, le pavillon guinéen. Donc, guinéiser la chose. Donc, dans les accords de Simandou, le mot guinéisation est très clair qu'il faut guinéiser la CTG d'abord. Il faut guinéiser le projet. Guinéiser veut dire quoi? S'assurer que les emplois, les contrats et les compétences sont transférés aux Guinéens. Et le délai qui est donné à la CTG pour la guinéisation, c'est un délai de 3 ans. Wow. Un délai de 3 ans. Et les 3 ans là, je peux vous le dire, c'est surtout la période d'essai qui est là. Parce qu'aujourd'hui, il faut le savoir, le nombre de trains de locomotives qu'on a commandées, c'est environ 150 locomotives. Donc, les locomotives, ce n'est pas des choses qu'on produit et qu'on stocke quelque part, comme un téléphone. Quand tu veux, tu achètes. Chaque locomotive, c'est des dizaines de milliards de francs guinéens. Le prix, c'est en dizaines de milliards de francs guinéens, le prix d'une seule locomotive. Donc, quand tu commandes 150 de ça, la livraison prend du temps. Donc, on est en train d'être livré graduellement avec nos locomotives. Donc, plus tu as des locomotives, plus les emplois sont créés. La même chose des wagons. C'est des milliers de wagons qui sont commandés. Même pas en centaines, c'est en milliers. Les wagons qu'on a commandés, les wagons aussi sont en train d'être livrés graduellement. Donc, pendant cette période-là, on s'est dit que bon, il faut apprendre comment le système va fonctionner, ainsi de suite. Donc, il y a une certaine période de 3 ans qui a été accordée aux partenaires avant de guinéiser l'entité. Donc, la guinéisation, déjà, initialement, ça a commencé par les emplois, parce que le PCA de la compagnie du Transguinéen est choisi par l'État guinéen et est guinéen. Donc, dans ça déjà, ça nous met au centre de la prise de décision. Et même si nous avons une part minoritaire dans l'actionnariat, mais nous avons un droit de veto sur toutes les décisions stratégiques de la CTG. Ça, c'est bien. Aucune décision importante ne se prend à la CTG sans le oui de la Guinée, parce que nous avons un droit de veto. Et nous jouons surtout un rôle d'arbitre, parce qu'on a mis des partenaires qui ont des cultures différentes ensemble. Donc nous sommes là aussi, quand il y a des incompréhensions fortes, avec notre vision de réussite pour tout le monde, on peut fédérer les différents acteurs pour que le projet avance. Je peux vous le garantir, il y a des partenaires, souvent même les faire asseoir à la même table, les gens pensent que c'est impossible. Donc, mettre ces partenaires à la même table, les convaincre à aller mobiliser des milliards de dollars pour venir investir dans le même projet et vivre ensemble pendant au moins 35 ans. Certains parlent de mariage forcé qui a réussi. Bon, c'est pas, peut-être que c'est un terme qu'on peut accepter, mais ce qui est là aujourd'hui... C'est pas un foudou Koudouni aussi. Non, c'est pas... Sérieusement, c'est pas un foudou Koudouni. Non, c'est pas Koudouni, ça. Ça, c'est long, ça. Donc, parce qu'on est là quand même au moins pour 35 ans. Et aujourd'hui, quand tu écoutes les partenaires, sincèrement, ils remercient la vision de l'État guinéen parce qu'ils se disent qu'ils avaient des hésitations qui ne valaient pas la peine. Aujourd'hui, ce que nous faisons, c'est prendre le meilleur de tout le monde. Donc aujourd'hui, on sait que certains partenaires asiatiques sont très bons dans la construction d'infrastructures, d'autres partenaires asiatiques sont bons dans l'exploitation portuaire, d'autres partenaires sont bons dans la construction de locomotives, et d'autres partenaires sont bons dans la signalisation. Donc, on a tout le monde. On a des Européens, des Américains, des Asiatiques. Tout le monde est dans le projet. Parce que, encore, nous essayons de tirer le maximum de tout le monde. Et aujourd'hui, les partenaires sont très contents de cela. Ils se disent, ah oui, les gars là, ils sont meilleurs dans ça. Ah non, l'autre là, non, il est meilleur dans ça. Donc, quand on tire le meilleur de tout le monde, ensemble, on arrive à avancer. Dans cette période-là, rapidement, je vais placer cette question par rapport à cette période de 3 ans que vous avez donc prévu pour le transfert, on va dire, pour la guinéisation, de tout ça. Est-ce que déjà vous pensez, vous voulez transférer des compétences aussi pour que les Guinéens puissent réellement répondre à ces exigences aussi? Oui, c'est vraiment toute l'idée de Simandou Academy. On a compris que on peut exiger qu'on emploie nos enfants, nos frères, nos sœurs. S'ils n'ont pas la compétence, ce n'est pas bon pour nos entités. Nous-mêmes, nous sommes actionnaires dans les entités de Simandou. Nous voulons que ces entités-là réussissent. Tout à fait. Donc, on s'est dit,
pour que nous puissions satisfaire la demande en main-d'œuvre de qualité pour Simandou et satisfaire la demande en main-d'œuvre de qualité pour le reste de la Guinée, voire exporter la matière grise guinéenne, il faut qu'on investisse dans la formation des Guinéens. Du capital humain. Du capital humain. Ouais. C'est pour cela que le capital humain, en tant que facteur transversal, est au cœur de la vision du chef de l'État pour les 15 prochaines années. Donc, Simandou Academy, c'est quoi? On veut que chaque Guinéen puisse développer toute sa potentialité intellectuelle sans aucune barrière. Ouais. Si un jeune Guinéen a la capacité d'aller étudier l'ingénierie à MIT, il a la capacité de faire l'économie ou le droit à Harvard, on ne veut pas qu'il soit bloqué par une barrière financière. On ne veut pas qu'il soit bloqué par une barrière d'accès à l'information. Okay. Ouais, on veut qu'il soit sûr que son pays est derrière lui. S'il veut devenir ingénieur pour aller à la NASA, qu'il a un État qui est derrière lui pour l'aider à financer, à avoir l'information, à aller dans les meilleures écoles du monde. Et vous avez déjà remarqué, on a commencé à diversifier les pays de destination de nos boursiers. Certains jeunes Guinéens qui ont eu le bac l'année passée ont commencé directement au Canada. Il n'y avait pas ces options dans le passé. Donc on veut que toutes les options soient ouvertes aux Guinéens. Et vous avez déjà remarqué, le Prytanée est là. Le Prytanée militaire, c'est la vision du chef de l'État pour l'excellence. Le Prytanée est le premier symbole de Simandou Academy pour nous. Donc qu'est-ce qu'on a fait? Les premiers de l'examen dans toutes les préfectures, pas le premier, les premiers, on les prend, on les teste, on les soumet à un concours. Et on prend les premiers de ce concours-là. Donc c'est les premiers des premiers qu'on a pris et qu'on a mis au Prytanée militaire. Au Prytanée là-bas, ils ont toutes les conditions pour étudier. Oui, tout à fait. On a créé avec l'enseignement supérieur les CPG à Dalaba. Dalaba, oui. Les jeunes Guinéens, avant, ils n'avaient pas ça. Ils devaient partir dans d'autres pays pour accéder et au Prytanée et au centre préparatoire pour les grandes écoles. Aujourd'hui, déjà, notre centre préparatoire s'est classé parmi les meilleurs déjà dans les pays francophones. Ça n'a même pas fait 3 ans encore. Parce que c'est simple, le classement, c'est le taux de réussite de tes élèves. On a de plus en plus de jeunes Guinéens qui ont accédé aux grandes écoles à travers ces centres-là. Donc, il y a beaucoup d'initiatives comme ça qui ont beaucoup avancé. Et il y a une partie des revenus de l'État tirés de la CTG qui est déjà attribuée directement à Simandou Academy. Donc, ce n'est pas un programme qui va souffrir passer par là de manque de ressources parce que les revenus tirés de la CTG, une partie des revenus de l'État ira directement au financement de Simandou Academy. Donc, nous pensons d'abord, que tout ce qui est excellence, on va régler ça au niveau de Simandou Academy. Mais au-delà, le capital humain, comme un pilier du projet Simandou, c'est aussi rehausser le niveau global qu'on va faire avec les écoles professionnelles. Vous allez remarquer, si on nous disait il y a 5 ans qu'on va donner des pécules aux étudiants des écoles professionnelles. Ah oui, c'était pas une sorte d'utopie. On allait dire qu'il vous parlez de quoi tu parles de quoi? Si on disait qu'on allait payer 400 000 à un Guinéen ici, un étudiant guinéen, les gens vont dire, est-ce que toi tu es normal? Oui. Mais sauf que ça s'est fait. Et ça s'est fait depuis 2022 et c'est maintenu. Sans bruit. Sans bruit. Donc ça, c'est vraiment la vision du chef de l'État qui est là, qui pense toujours au futur de la Guinée. Et on peut vouloir dire tel ne marche pas, tel ne marche pas, mais ce qui marche quand même, il est là, il est évident. Donc les écoles professionnelles aussi, on va en créer des écoles professionnelles d'excellence. Parce que Simandou Academy, c'est la promotion de l'excellence. On aura besoin des ouvriers. Donc il y a des collèges, des lycées d'excellence qu'on va créer, des universités d'excellence qu'on va créer. Et là, je ne vais pas dévoiler les secrets. On a beaucoup avancé sur certaines. Le moment venu, on les dévoilera. Les écoles professionnelles d'excellence qu'on va créer. Donc, comme aime le dire souvent, on veut que, si on veut trouver un soudeur, pour souder un truc très sensible en Guinée, on puisse trouver un jeune Guinéen qui fait partie des meilleurs soudeurs du monde. Si on veut un ingénieur, un laborantin, qu'on puisse trouver un des Guinéens qui fait partie des meilleurs laborantins au monde. Et nous sommes convaincus que le Guinéen a quand même la capacité pour réaliser ça. Et nous avons beaucoup de Guinéens qui excellent à l'international, malgré la limitation des moyens. On s'est dit que si on crée les moyens pour ces Guinéens-là, ils vont exceller davantage. Alors, dernière question par rapport justement au premier convoi, monsieur le ministre, qui a quitté la Guinée. On a appris quelques semaines auparavant que ce premier convoi est arrivé à destination. Ma question, c'est de savoir, est-ce qu'il y a d'autres convois qui ont suivi ou le premier convoi qui est arrivé, dites-nous, à quoi est-ce qu'on va s'attendre
à partir du moment où ce premier convoi est arrivé à destination, quelles sont les prochaines étapes et est-ce que d'autres convois ont suivi? Oui. Et si on peut avoir le nombre de convois, moi je ne connais pas. C'est beaucoup de convois. C'est beaucoup de convois qui sont partis. Hein. Bon, le premier convoi, on en parle juste pour la forme. Oui, la dimension symbolique. Un million de tonnes, c'est qui est déjà parti sur le marché mondial. Je ne compte même pas, c'est vraiment énorme. On parle ici d'un projet qui va faire 120 millions de tonnes par an et qui va commencer pendant sa période d'essai. Et on considère jusqu'à 4 millions de tonnes qu'on est en essai. Et on est déjà au niveau du port, on sait qui a transporté ça a déjà atteint ces 4 millions de tonnes. Et 4 millions de tonnes, c'est notre essai, mais ça fait l'exploitation totale de certaines mines. Il faut le rappeler. L'essai de Simandou correspond au projet total de certaines entités. Il y a des entités, souvent quand on fait les comparaisons, tu es en train de comparer une entité dont l'année de production ne fait même pas un mois de production de Simandou. Donc, il y a plusieurs autres convois qui sont arrivés. Et vous avez remarqué, aujourd'hui, je peux dire, la dernière fois que j'ai pris le nouveau, on n'était pas à moins de 2 millions de tonnes exportées. 2 millions de tonnes, c'est au moins 10 convois. Donc, il y a vraiment beaucoup de convois qui suivent. Et on ne compte pas ça, on faisait juste pour la forme. On a célébré, certains ont célébré le premier convoi, mais c'était juste pour la forme. Il y a plusieurs autres convois qui sont arrivés sur le marché mondial. On n'a pas vu le temps passer, monsieur le ministre, mais une dernière question. C'est vrai que Simandou est synonyme d'espoir. Simandou aussi, c'est synonyme de scepticisme de certaines personnes qui, jusqu'à présent, restent dans les utopies. Aujourd'hui, vous avez l'occasion de vous adresser à ces millions de Guinéens qui vous suivent à travers Parlement TV. Quel est le message que vous avez apporté également vis-à-vis de ces Guinéens comme mot de clôture? Oui, c'est leur dire simplement d'être fiers d'être Guinéens. Et que leur pays, notre pays est aujourd'hui celui qui attire le plus sur le continent africain. Et tout le monde veut travailler avec nous parce que nous avons réussi à mettre en place un climat rassurant pour les investisseurs. Leur dire que le train de Simandou a bougé, le train de transformation de la Guinée a bougé, et que c'est l'ensemble des Guinéens qui doivent venir pousser ces trains-là ensemble, être dans ces trains, parce qu'il ne faut pas que le train te laisse pendant que tu es dans les critiques. Il faut penser à comment faire partie de la nouvelle histoire de la Guinée. Et je vais vous le dire, j'étais avec un investisseur étranger qui me disait, si je devais naître dans un pays en 2025, j'allais choisir de naître en Guinée. Parce qu'aujourd'hui, ce qui est en train de se passer ne se passe nulle part, je dis nulle part en Afrique, ce qui est en train de se passer dans notre pays. Et ça se sent sur beaucoup de choses, mais comme c'est des choses qui nous arrivent, on n'arrive pas à les apprécier. C'est les autres pays qui n'ont pas ces choses aujourd'hui qui peuvent les apprécier. Je disais à quelqu'un, en 2021, tu as acheté le sac de riz en Guinée à combien? En 2021, à 300 000. Tu l'achètes aujourd'hui à combien? 290, 300 000. Ça fait 5 ans, tu payes le même prix pour le sac de riz. Tu penses que les autres payent le même prix pendant 5 ans? Avant 2021, est-ce que tu pouvais faire une seule année avec le même prix pour le sac de riz? Tu ne pouvais pas le faire. Ça se passe dans ton pays, tu ne te rends même pas compte. Je dis aux gens, les agriculteurs, quand j'étais encore ministre de l'Agriculture, on a vendu le sac de l'engrais à 300 000 quand il y avait la guerre en Ukraine. Pendant que le prix, avant nous, était à 400 000. Donc, malgré la guerre en Ukraine, on a vendu à 300 000. Jusqu'à présent, il y a la guerre maintenant en Iran. On vend au même prix. Pensez que ça se vend au même prix dans les autres pays? C'est parce qu'aujourd'hui, il y a une dynamique qui fait que nous ne subissons pas les chocs externes. Comme on ne les subit pas, ça ne veut pas dire qu'ils n'existent pas. Demandez aux gens autour de vous combien de fois leur monnaie s'est dégradée par rapport au dollar. En 2021, on était à 10 500, en tout cas sur le marché noir, parce que je travaille encore à Washington, je faisais venir mes revenus en Guinée. Aujourd'hui, j'ai dit en 2021, on était à 10 500. Aujourd'hui, on est à 9 500 au marché noir. Ça fait 5 ans, le franc guinéen ne s'est pas déprécié vis-à-vis de l'euro, il s'est apprécié vis-à-vis du dollar. Donc, il y a beaucoup d'indicateurs comme ça. Grâce à Dieu, comme nous avons un environnement plutôt serein, on ne se rend pas compte qu'on n'est pas dans un monde normal. On est dans un monde anormal. Mais grâce à la vision et aux bonnes choses qui se passent en Guinée, la vie semble beaucoup plus normale dans notre pays. Donc, c'est dire à ces Guinéens-là que Simandou, le train, il bouge. Et tu peux ne pas croire en ce que dit le PCA. Tu vas quand même croire en ce que dit CNN, en ce que dit France 24, parce qu'ils sont allés sur les sites. Le train, ça bouge tous les jours. Et Rio Tinto était là avant. Tout le monde était là avant. Ils n'ont jamais dit que le train bougeait quand ça ne bougeait pas. C'est parce que ça bouge maintenant que le minerai de Simandou est sur le marché mondial
Et vraiment, être Guinéen, il faut encore être fier parce qu'on ne parlera plus jamais du fer dans le monde, de l'acier dans le monde, sans parler de la Guinée. Ouais, donc ça, c'est très clair. Ouais. Et certains peuvent ne pas connaître la Guinée, mais au moins ils vont connaître Simandou. Tout à fait. Et ils vont être touchés par ce minéral-là sur le marché mondial. En tout cas, monsieur le ministre, ce fut un grand plaisir et un grand honneur pour nous de vous recevoir dans cette émission autour de la République. Et voilà, donc votre passage a été un véritable abreuvoir pour nos auditeurs et téléspectateurs qui ont été très bien servis, j'imagine, en termes d'informations par rapport à ce méga projet, donc Simandou 2040. Merci à toutes nos équipes au niveau de la radio et de la télévision parlementaire qui nous ont permis d'être en direct dans cette émission. Je pense à Marie-Madeleine Guilavogui du côté de la radio parlementaire et à la télévision parlementaire. Ils étaient là. Fodé Kondé, Sekou Kourouma, Mamadou Alpha Sidibé, Ismaël Kamara, toutes et à tous, nous vous remercions pour votre fidélité dans l'espoir de vous retrouver très nombreux d'ailleurs à suivre cette émission autour de la République. Nous vous souhaitons une excellente suite en compagnie bien sûr de nos programmes sur nos deux médias qui nous ressemblent et nous rassemblent. Portez-vous bien, au revoir.